Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un craft and play basé sur la sphère tactique, parce que c'est une sphère que je joue pas souvent. Et surtout, il y a des nouveaux ours ici, là, ces ours géants que j'avais envie de beaucoup jouer. Du coup, je les ai essayés dans plein de decks, et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de faire un deck avec que des ours. Avant de commencer ce craft and play, je vous rappelle que n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, hein, ça nous aide à être mieux référencés par le site YouTube, donc c'est intéressant et ça vous coûte rien. Allez, je vais commencer immédiatement. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, l'objectif c'était de jouer les Béornides. Donc les Béornides, ceux qui m'intéressent le plus, c'est ceux-là, là, les ours géants. Un allié qui pour 5 a 4 en attaque, 3 en défense et 4 points de vie, il ne peut pas avoir d'attachement, mais en action on peut le redresser une fois, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser deux fois dans la même phase. Cet ours, je le trouve très fort. Le problème, c'est qu'il coûte 5 et que c'est difficile à payer. Du coup, j'en ai mis 2. Pour les jouer, je comptais jouer les change-peau Béarnid qui sont beaucoup plus faciles à sortir puisqu'ils ne valent que 2. L'avantage, c'est qu'ils ont 1 en volonté, 1 en attaque, 1 en défense et 3 points de vie. Leur action pendant une phase de combat, on peut défausser cet allié-là pour mettre en jeu, depuis notre défausse ou notre main, un Béornid qui a un coût de 3 ou plus. Du coup, ça nous permettrait de jouer les ours géants beaucoup moins chers. Et quand on regarde aussi, quitte à avoir ces alliés-là, on se demande s'il n'y a pas d'autres Béornides, bien sûr. Et on trouve Béorn, hein, qui est le Béornide le plus puissant, je pense. Il vaut 6, hein, donc c'est difficile à payer. Mais avec le change-pot, on peut le jouer que pour 2. Donc je rappelle, hein, c'est une carte de la boîte de base. Il coûte 6, il a 1 en volonté, 3 en attaque, 3 en défense, 6 points de vie, donc c'est déjà un très très bon allié. Et en plus, en action, il peut gagner 5 points d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Le problème, c'est qu'à la fin de la phase où a été déclenché cet effet, on doit mélanger Béorn dans votre deck. Voilà, et après il y a deux autres Béornides, hein. Il y a celui-ci, le gardien Béornide, il coûte 3. Il a 0 en volonté, 3 en attaque, 1 en défense et 3 points de vie. Et lui, quand il détruit un ennemi, on peut le défausser pour placer X marqueurs de progression sur un lieu, n'importe lequel. Et cet X, c'est le coût en menace imprimé sur l'ennemi qu'on vient de détruire. Donc ces Béornides, ils donnent très envie d'être joués. Il reste l'apiculteur Béornide, hein, pour ceux qui sont vraiment puritains. Hein, c'est le seul Béornide que je n'ai pas cité parce que je ne compte pas le jouer. Je mets d'ailleurs au défi beaucoup de joueurs d'essayer de le jouer, hein. C'est vraiment un allié très très mauvais, donc on va pas en parler aujourd'hui. Voilà, à partir de là, c'est la base du deck. Comment jouer les Béornides? Donc fatalement, il faut jouer un héros tactique. Moi, j'ai pas beaucoup l'habitude de jouer tactique, je vous avoue, hein. J'aime pas trop ça parce que ça a pas beaucoup en volonté, ça pioche pas beaucoup, ça fait pas beaucoup de réponses au deck de rencontre. Moi, j'aime pas trop jouer ça, donc j'ai commencé par les valeurs sûres. Comment est-ce qu'on va compenser la faiblesse de volonté d'un deck tactique? Eh ben, on joue souvent Éowyn, hein. Éowyn, l'avantage, c'est qu'elle coûte 9 en menace. Mais déjà à la mise en place, vous diminuez votre menace de 3, donc elle coûte plus que 6 en menace. Et elle a 4 en volonté, 1 en attaque, 1 en défense et 3 points de vie. Et en plus, une fois par partie, on pourra augmenter notre niveau de menace de 3 pour augmenter l'attaque d'Éowyn de 9 en plus de la redresser. Donc c'est plutôt un héros qui est fort, quoi. Voilà. Ça, c'est la première étape du deck. Jouer tactique avec les Béornides et compenser la faiblesse des tactiques des Béornides avec, pardon, pas la faiblesse des tactiques, la faiblesse de volonté des créatures tactiques. Deuxième partie du craft and play, comment faciliter la sortie de ces Béornides? Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup le fait qu'ils aient une très très grande quantité d'attaque, et du coup, je voulais pas trop m'en servir pour défendre. Alors, comme en ce moment, il y a aussi une carte que j'aime beaucoup jouer, qui est l'armure ancestrale, hein, juste là. J'adore cette carte, je la joue dans beaucoup de decks pour essayer d'en tirer le meilleur parti. C'est très très agréable de pouvoir utiliser un héros et de le rendre très puissant. Forcément, j'ai pensé à Denethor. Faire de Denethor un héros défenseur très tôt dans la partie, puisqu'il commence avec 3 ressources dès le début. Donc à peu près à la fin du premier tour ou à la fin du deuxième tour, vous pouvez déjà lui mettre une armure ancestrale. Et ça devient un très bon défenseur, hein, qui a 5 en défense et 5 points de vie.
Même si vous utilisez son effet, du coup vous utilisez son effet de mise en place, hein, vous aurez utilisé toutes les ressources qu'il avait au début de la partie. C'est super sympa d'avoir un héros qui a 5 en défense et 5 points de vie. Alors pour le rendre encore plus fort, bien évidemment, on utilise souvent le bouclier gondorien, quitte à jouer tactique, autant lui rajouter encore plus 2 en défense. C'est vraiment super sympa, là on commence à avoir un héros qui a 7 en défense, 5 points de vie. C'est plutôt solide, donc du coup moi j'ai mis 2 armures ancestrales et 3 boucliers gondoriens. Voilà, ça c'est la base du deck. J'ai voulu un petit peu continuer en me disant bah, qu'est-ce qu'il va me falloir pour la volonté. Donc pour la volonté j'ai trouvé plein de solutions, hein. J'ai d'abord répondu avec les héros tactiques qui permettent de faire de la volonté, à savoir Meneldor. Meneldor, c'est une carte aussi qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. C'est un egg qui pour 3 ressources va avoir 2 en volonté, 2 en attaque, 1 point de vie et, 2 points de vie et 1 en défense. L'avantage c'est que quand il arrive en jeu et qu'il quitte le jeu, il va mettre 2 marqueurs de progression sur n'importe quel lieu, donc ça vous permet d'explorer des lieux ou d'enlever le lieu actif qui peut vous bloquer. Qu'est-ce que j'ai pensé aussi? Toujours je mets un petit Grimbold parce que ça a l'effet d'une feinte, hein. Vous pouvez défausser Grimbold pour choisir un ennemi engagé au combat contre vous et cet ennemi ne vous attaque pas ce tour-ci, ce qui est plutôt sympa, et en plus il a 2 en volonté, donc ça nous fait toujours de la volonté au passage. Je mets toujours 3 émissaires de Pélargir parce que ça nous permet à la fois d'avoir un défenseur qu'on va pouvoir sacrifier, à la fois d'avoir un personnage qui va avoir 1 en volonté et 1 en attaque, donc ça rajoute de l'attaque et de la volonté. Et le tour où il arrive en jeu, ça nous permet de déplacer des ressources d'un héros quelque part, puisqu'il faut payer son coût, vers un autre héros qui sera soit Gondor, soit noble, sachant que Éowyn est noble et que Denethor est Gondor. Dans tous les cas, on pourra déplacer comme on veut les ressources sur ces 2 personnages. Voilà, je mets souvent un R-Restore parce que déjà il a 2 en volonté et qui va nous permettre, avec son effet, de défausser des cartes qu'on a en double et qu'on n'a pas le droit de rejouer, par exemple un Beorn, Meneldor, les armures ancestrales ou les boucliers gondoriens, quand vous avez vraiment plus utilité de les avoir dans la main, vous pouvez les défausser. Et je vous rappelle au passage que les Beornides, si jamais vous voulez les faire rentrer en jeu grâce à l'effet du change-pot, qu'ils soient dans votre main ou dans votre défausse, ça ne change rien, puisque vous pouvez le choisir aussi dans votre défausse. Donc en général, j'utilise Restore pour jeter mes Beornides dans ma défausse, afin de piocher des cartes, parce que moi j'adore piocher des cartes, et après on les joue avec le change-pot Beornide. Pour rajouter en volonté, j'ai rajouté une Rosie, hein, parce que c'est une des seuls alliés commandement qui a 2 en volonté pour 2 ressources, et en plus elle a 2 points de vie, donc je l'ai mis uniquement pour ces 2 en volonté. J'ai rajouté 2 pierres de Célébriant qu'on rajoutera toujours, hein, qu'on attachera systématiquement à Éowyn, de façon à leur faire gagner plus 2 en volonté, et qu'elle sera à 6. Et après un champ d'espoir, parce que vous allez voir dans la suite du deck, hein, le champ d'espoir c'est un attachement qui coûte 0, qui est un champ. Et vous allez pouvoir dépenser une ressource de la réserve du héros auquel il est attaché pour lui faire gagner plus 1 en volonté, limité à plus 3 par tour. Dans ce deck, je sais pourquoi, mais on accumule beaucoup de ressources très vite sur Éowyn. Donc au bout d'un moment on n'en a plus besoin. Avec le champ d'espoir ça nous permet de faire des plus gros succès de quête. Je l'ai mis qu'en une seule fois, hein, au cas où si j'ai pas le temps de m'installer correctement. Voilà, donc là vous avez toute la solution pour défendre avec les émissaires de Pélargir et Denethor, les solutions pour pouvoir attaquer avec toute cette base de Beornide extrêmement solide, et les solutions pour pouvoir aller en quête et réussir sa phase de quête, hein. Vous avez Éowyn, les change-pot Beornide, les émissaires de Pélargir et toutes ces cartes là qui servent à améliorer la phase de quête. Alors, troisième partie, la génération de ressources. Alors déjà, à la mise en place, vous aurez 3 ressources avec Denethor, ce qui va vous permettre un confort de jeu assez important. Moi je joue jamais commandement, mais là puisque je jouais commandement, j'ai mis 3 intendants du Gondor. L'avantage de cet intendant du Gondor, en l'attachant à Éowyn par exemple, c'est que vous allez pouvoir générer des ressources tactiques plus rapidement pour sortir tous vos Beornides. Et au passage, elle va récupérer le mot-clé Gondor. Ce trait Gondor va vous permettre de déplacer toutes les ressources de Denethor vers Éowyn. Ça c'est vraiment quelque chose qui est plutôt sympa.
Bon, j'en ai mis 3, hein. De toute façon tout le monde en joue beaucoup, des intendants du Gondor. Moi je les joue pas parce que bah, je joue pas commandement dans les trois quarts de mes decks. Donc là pour une fois que je jouais commandement, en plus avec des Netors qui commencent avec 3 ressources, donc ça veut dire que dès le début de la partie on peut jouer l'intendant du Gondor. Donc ça c'est la première façon de générer des ressources du deck. Deuxième façon bien évidemment les émissaires de Pélargir. Tout ça va générer déjà beaucoup de ressources. Alors, autre astuce que moi j'utilise jamais puisque je ne joue pas commandement, les attaques furtives. Les attaques furtives en général on les joue toujours en combo avec Gandalf parce que c'est une combo qui existe depuis la boîte de base et qui est très très performante. Je cherche à utiliser cette combo un petit peu différemment, c'est-à-dire à utiliser des alliés qui vont avoir un gros effet d'entrée en jeu. Donc on a déjà vu Meneldor, hein, qui lui quand il va arriver en jeu, si vous le lancez avec l'attaque furtive pour un en commandement, vous allez avoir un personnage qui va pouvoir rentrer en jeu, donc mettre 2 marqueurs. Il va pouvoir soit aller en quête, soit attaquer. Et ensuite quand il va revenir dans votre main, il va quitter le jeu, donc il remettra 2 marqueurs, ça peut être sur un autre lieu. Du coup ça c'était une combo que je trouvais très sympa. Donc je me suis dit, bah, l'attaque furtive ça va pouvoir servir à ça. Deuxième utilité, ça peut servir à Beorn, puisque déjà vous ne le jouerez pas. Enfin, vous le jouerez, mais vous n'allez pas payer son coût. Et en plus, vous pourrez directement utiliser sa technique. Comme sa technique, elle s'active à la fin de la phase, et que ça aussi, vous pouvez choisir le sens dans lequel vous allez résoudre les cartes. Donc vous résolvez cet effet-là. Du coup, le Beorn, il va revenir dans votre main et vous ne le remélangerez pas dans votre deck. Donc ça marche aussi avec cette carte-là. Ça marche aussi avec, bon pas l'échange pot, mais ça marche avec les ours géants aussi. Vous pouvez très bien pour une ressource sortir un ours géant qui peut à la fois être utilisé une fois ou 2 fois pour défendre, une fois pour attaquer et pour défendre, ou 2 fois pour attaquer, puisque son effet qui le permet de se redresser va se résoudre à la fin de la phase. Donc encore une fois, avec l'attaque furtive, vous pourrez le renvoyer dans votre main avant qu'il ne se déclenche. Voilà, donc déjà rien qu'avec le deck de base, on a déjà 3 cartes, donc 6 cartes exactement, hein, mais on a 3 combos différents qui peuvent permettre de jouer des alliés, tirer un maximum de leurs effets et les récupérer dans la main. Je me suis dit, bah, quitte à avoir 3 attaques furtives, autant jouer un descendant de Torondor, puisque bah, l'objectif va pas être de le jouer, hein, mais de le jouer avec l'attaque furtive. Comme ça, quand il arrivera en jeu, il infligera 2 points de dégâts. Il pourra utiliser une de ses caractéristiques ou même être utilisé pour défendre, comme un trash en quelque sorte, et enfin revenir dans votre main et réinfliger une deuxième fois 2 points de dégâts. Malheureusement, il faut se rappeler hein, que ces 2 points de dégâts doivent être effectués à un ennemi dans la zone de cheminement. Donc ça, c'est plus situationnel, mais bon, c'était dommage de ne pas le mettre, sachant qu'on vise à utiliser au maximum des combos avec attaque furtive. Et après, la dernière carte à laquelle j'ai pensé, hein, même si on n'a pas de connaissances là, hein, rien ne nous empêche, avec une attaque furtive, de jouer Elrond. Parce que Elrond, il va avoir un bon effet d'entrée en jeu. Il peut à la fois enlever des effets conditions, il peut à la fois permettre de piocher ou soigner complètement les points de vie d'un héros. C'est très sympa, et en plus il a des stats qui sont très très fortes, hein. Il peut être un très bon défenseur, un très bon attaquant ou un très bon quêteur en volonté. Donc ça, c'était un peu la quatrième partie de ce deck building. Je me suis dit, je vais utiliser l'attaque furtive pour jouer hors contexte mes Béornides, jouer mes aigles qui ont des bons effets d'entrée en jeu, et Elrond. Bien, à partir de là, ben, moi j'ai compensé une des faiblesses très importantes de tout deck tactique, c'est la menace, en mettant une faveur de Valar. En fonction des scénarios, hein, je vous conseille d'en mettre une deuxième, peut-être même 3. C'est pas obligatoire dans toutes les parties parce que en général on gagne plutôt rapidement avec ce deck. Donc normalement il n'y a pas besoin de beaucoup de faveurs de Valar, vous faites en fonction de la façon dont vous jouez. Moi je joue très agressif, du coup normalement je gagne très vite, j'ai pas besoin de plus de faveurs de Valar que une. J'ai mis aussi 2 crânes pour pouvoir bloquer plusieurs fois avec des Netors. Et surtout à cause du troisième héros, hein, on va en parler dans une petite minute. Et je mets toujours un petit remède du Nodin parce que pour l'instant les sources de soins dans ce deck c'est uniquement 2 Elrond. Avoir un remède du Nodin, surtout qu'on va avoir beaucoup de ressources, hein, vous allez le voir, ça peut être sympa de passer de Denethor à Éowyn, Éowyn à Denethor, et on fait l'aller-retour comme ça et on les soigne au fur et à mesure. Un remède du Nodin c'est toujours très sympa. D'ailleurs ma carte est sale, je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. Voilà, maintenant elle est propre. Voilà, là vous avez toute la base de ce deck. Il manque un point très important, c'est le troisième héros, et j'ai pas pris n'importe quel héros, vous allez le voir immédiatement. Alors le dernier héros, j'ai pas pris n'importe lequel, hein. Je vous avoue que j'étais parti de l'idée de jouer avec attaque furtive, je voulais aussi jouer Gandalf.
Le problème, c'est que on commence à avoir beaucoup de cartes qui se jouent avec attaque furtive et qu'on n'en a que 3, hein, donc c'est peut-être pas la peine de jouer tout notre deck sur attaque furtive, surtout qu'on n'a pas de solution pour les cycler. Donc je me suis dit, quitte à pas jouer Gandalf en tant qu'allié, autant le jouer en tant que héros. Et il va nous faire un complément parfait à ces deux autres héros, parce qu'il peut à la fois défendre, attaquer ou aller en quête, et en plus il va pouvoir aller donner des ressources à droite à gauche grâce au fait qu'il peut jouer les cartes du dessus de votre bibliothèque, comme si elles étaient dans votre main, une fois par phase je crois, non c'est par tour. Non, une fois par phase, on a droit de jouer la carte du dessus de votre bibliothèque. Du coup, ça va apporter une deuxième ressource, soit tactique, soit connaissance, commandement, pardon, en fonction des cartes que vous allez vouloir jouer, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus de votre bibliothèque. Donc, en général, on rajoute tout le pack standard hein, pour Gandalf, hein, quand on a Gandalf dans le deck, hein, à savoir des pipes de magicien qui vous permettent d'échanger les cartes que vous avez dans votre main avec la carte qui est au-dessus de la bibliothèque. Le bâton de Gandalf qui est vraiment très fort parce qu'il permet à la fois d'enlever les effets d'ombre, de piocher une carte et aussi d'ajouter des ressources à la réserve d'un héros qu'on veut. Le bâton de Gandalf, c'est une arme incroyable. Hein. Moi, je rajoute toujours un grille-poil puisque comme j'ai pas accès à la ressource, comment elle s'appelle en français, c'est esprit. Non, c'est pas esprit. Énergie, la ressource énergie, donc j'ai pas accès à courage inattendu. Quand on a Gandalf, c'est quand même super dommage de ne pas pouvoir le redresser. Donc même si j'avais mis 2 crams, hein, je sais pas où ils sont, je crois qu'ils sont là les crams. Non, je sais plus. Bon, j'ai mis 2 crams dans le deck, un pour mettre à Gandalf et un pour mettre à Denethor, hein, pour pouvoir défendre plusieurs fois. C'est quand même sympa d'avoir un grippoil. Si vous jouez à plusieurs, c'est aussi sympa d'avoir à distance et sentinelle. Hein, ça permet à votre Gandalf de faire des trucs très sympas. Je rajoute toujours un Arya, hein, parce que là ça va lui donner la ressource connaissance, donc ça va fluidifier la gestion des ressources, mais surtout comme on a des très très gros alliés, hein, je pense aux Béornides, c'est très sympa de pouvoir redresser ces Béornides et s'en servir en gagnant au passage plus en défense et plus en attaque. On met souvent des flammes d'Arnor qui nous permettent de jeter les cartes qu'on voit au-dessus de sa bibliothèque et qui ne nous servent pas, tout en redressant Gandalf et en infligeant beaucoup de dégâts puisqu'il va gagner des bonus en attaque. Moi j'ai mis un petit anneau magique parce que c'est sympa en fonction des situations de pouvoir s'en servir pour gagner des ressources, soigner des personnages ou tout simplement redresser le personnage auquel il est attaché. Cet anneau magique il fait tout, moi je le mets très souvent. Il me restait pas grand chose comme place, mais je me suis dit quitte à jouer Gandalf, autant jouer pas mal des combos, c'est-à-dire celles qui sont centrées sur la pipe de magicien. La pipe de magicien elle va vous permettre d'échanger une carte de votre main avec la carte qui est au-dessus de votre bibliothèque, et après vous aurez droit de la jouer en ayant toutes les ressources, puisque Gandalf a toutes les ressources. En général, moi, j'en profite pour mettre des cartes d'autres sphères. Hein. Donc les cartes des autres sphères que je mets, c'est des chasseurs de trésors experts, parce que ça va nous permettre de piocher beaucoup de cartes. Puisque je vous rappelle, cette carte, dès que vous faites un succès avec un héros qui est engagé dans la quête, vous pouvez énoncer le type de carte du dessus de votre bibliothèque que vous voulez, et si jamais, vous défaussez la première carte de votre bibliothèque, si c'est le type que vous avez annoncé, vous la piochez. Et comme vous pouvez la consulter en permanence avec l'effet de Gandalf, avec le chasseur de trésors expert, vous allez accéder à une carte de pioche pour chaque héros que vous allez envoyer en quête, une fois par tour. Donc c'est très fort. J'ai mis 2 runes de Dairon parce que dès qu'on les aura au-dessus de la bibliothèque avec Gandalf, on pourra les jouer pour pouvoir augmenter la vitesse du deck et jeter sur toutes les cartes qui sont en double. Donc notamment certains Béornides qu'on n'a pas intérêt à avoir dans la main, puisque on peut les jouer grâce au change-pot Béornide, on peut les jouer directement depuis notre défausse. La deuxième pierre de Celebrian, tous les intendants du Gondor, toutes ces cartes qui sont en très très grand nombre d'exemplaires dans notre deck et dont on n'a pas besoin. Si jamais on arrive à mettre la combo avec pipe de magicien et chasseur de trésors expert en place, on pourra aussi jouer la cache secrète qui va nous permettre de défausser de façon très sélective cette carte et donc générer beaucoup de ressources, puisque cette cache secrète, elle nous permet de, si jamais on arrive à la défausser depuis le dessus de notre bibliothèque, donc avec pipe du magicien et Gandalf c'est assez facile à faire, et surtout avec le chasseur de trésors expert, puisque la carte du dessus de notre bibliothèque, on commence par la défausser et après en fonction de ce qu'elle est, on la pioche. Ça va nous faire gagner beaucoup de ressources, et puis si jamais elle sert à rien, on peut dépenser une ressource pour piocher une carte de toute façon. La dernière carte que j'ai mis, c'est Windfalla, parce que Windfalla, je la trouve très sympa pour 2 raisons. La première, elle s'attache à Éowyn.
Elle va lui permettre de gagner plus en volonté, donc déjà ça fait passer Eowyn à 5 en volonté, ce qui est déjà très sympa. Mais surtout, elle permet, en inclinant Winfola, de réengager un héros dans la quête. Ça, c'est parce que souvent, je vais mettre que Eowyn dans la quête. Et quand il y a une carte traîtrise, il y en a beaucoup, qui vous disent sortez un héros de la quête, et ben c'est super pénible d'enlever Eowyn qui va avoir, en fonction des situations, elle peut avoir jusqu'à 10 en volonté. Enlever Eowyn, c'est pénible. Donc Winfola, ça permet de pallier un petit peu ce genre de problème. Voilà, bah là on est arrivé à 52 cartes. J'ai déjà essayé ce deck à plusieurs reprises. C'est un deck que j'utilise depuis un bon mois. Je ne l'ai pas montré sur la chaîne pour l'instant parce que je préférais vous présenter d'autres decks. Mais c'est un deck qui tourne vraiment super bien. Donc je vais vous faire une vidéo immédiatement pour vous présenter ce deck.